Il y avait aussi une question sur la valeur d'un joueur. Est-ce que vous, selon les joueurs avec qui vous travaillez, vous avez une idée sur son prix? Est-ce que c'est vous qui fixez les prix? Est-ce que Ouais. c'est... Comme disait tout à l'heure Jean-Baptiste, alors la valeur d'un joueur, c'est beaucoup de facteurs. Mais plus ou moins, on a quand même une idée des choses. Après, de toute manière, ce sont les clubs entre eux qui discutent. Mais on a quand même une idée du marché, parce qu'on connaît le marché parfaitement. On sait très bien qu'un latéral gauche performant, c'est rare, donc ça peut faire monter sa valeur. Un défenseur central gaucher de grande taille, ça peut être extrêmement intéressant, parce que sur le marché, il n'y aura pas beaucoup de profils comme celui-là. C'est la rencontre entre l'offre et la demande, tout simplement, comme dans tous les milieux, dans tous les domaines. Il y a une question aussi. Dites-moi. Pourquoi, dès le plus jeune âge, les clubs se basent fortement sur le gabarit? Je pense que c'est aussi une question qui est d'actualité avec les quelques révélations qu'on a eues ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un sujet un peu sensible ces derniers temps, c'est vrai. Vous me donnez l'occasion d'en discuter un peu, parce que moi, je passe ma vie sur les terrains. Sincèrement, je n'ai pas rencontré d'actes racistes ou autres, parce qu'au final, on vit dans un pays quand même extrêmement libre, extrêmement ouvert. Moi, j'ai grandi dans une cité en Île-de-France où mes potes, c'était des Renois, des Rebeux, des Chinois, des Portugais, des Espagnols. Et cette notion de racisme, ça peut paraître un peu fou, parce que nous, on vit dans ce milieu-là tout le temps, et au final, j'ai des joueurs de confession aussi juive, musulmane, chrétienne, d'autres qui viennent d'Afrique, d'autres qui viennent du Portugal, d'Espagne, d'Argentine, enfin bref. Cette notion-là est un peu étrange. Dans certains clubs, ils vont privilégier le profil. C'est plus là où je pense que par rapport au Paris Saint-Germain, il y a un souci. Parce que si on parle en termes de profil, vous avez des postes où malgré tout la taille est importante. En défense centrale, si vous avez un défenseur qui fait dans les 1,85 à 90, ça peut être utile parce que les ballons de la tête, il va en avoir souvent. Si on parle en termes de profil, il y a des profils qui sont privilégiés à certains postes, ça peut arriver. Après, vous avez des Cannavaro qui est une exception, qui faisait 1m74, je pense, ou 1m76, mais qui est compensé par une grosse détente. Mais oui, vous avez certains clubs malgré tout qui fonctionnent comme cela. Mais c'est un sujet un peu sensible, et je trouve que c'est dommage, parce que si on parle sportivement parlant, il y a certains postes comme au basket, si vous avez un pivot, si le pivot ne fait pas un minimum 2m10 ou 2m5, ça peut être compliqué pour son jeu. Après, c'est vrai que, objectivement, comme on parlait tout à l'heure des scouts, donc ces personnes qui vont sur les terrains chaque week-end, qui sont envoyées souvent par les clubs, c'est vrai qu'ils doivent voir beaucoup de matchs, ils n'ont pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est vrai que quand on est sur un terrain de U13, la première chose, quand on a 20 minutes qu'on doit rester sur un match, est-ce que la première chose qui saute pas aux yeux, c'est quelqu'un qui a un jeune qui a un grand gabarit, qui va vite? J'ai vu le documentaire. En fait, ce qui est dangereux, c'est que lorsque vous êtes jeune, si vous avez un garçon qui physiquement est assez développé, ça ne veut pas forcément dire que c'est un frein professionnel. Parce qu'en fait, le gap physique va être comblé avec le temps. Donc moi, moi, en tout cas, si j'étais recruteur, je le suis à mon échelle. Je suis recruteur pour moi-même. Ce qui m'importe, c'est le QI football. C'est son impact sur le jeu. Physiquement, un défenseur central, c'est vrai que ça peut être intéressant si physiquement il est assez développé. Mais après, chaque club a une politique différente, quoi. C'est un peu, je vous assure, c'est un sujet un peu compliqué parce que dans les clubs, ça peut être une valeur importante comme ça peut être quelque chose de pas forcément utile. Et vous avez plein d'éducateurs et plein de recruteurs qui font très très bien leur boulot et qui vont justement utiliser que les qualités footballistiques. Voilà. Après, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, je pense que ce qu'on a vu là avec le fichage ethnique au PSG, mais ailleurs, parce que c'est une pratique récurrente et courante, j'ai dire normale au sens de la norme, c'est-à-dire pratiquée quasiment partout, c'est aussi une des dérives du marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un des principaux postes de revenus de vos clubs, c'est la vente de joueurs, vous répondez aux demandes des marchés, et notamment au marché anglais, celui qui paye le plus. Et derrière, ce marché anglais, il va valoriser des gabarits. Donc à un moment donné, vous êtes sous pression, vous allez regarder ceux qui vont vous rapporter de l'argent très rapidement, et vous allez dans vos centres de formation redescendre des critères. Ces critères, souvent, de manière très maladroite, ils sont réalisés par des gens qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font. Quand on voit par exemple le fichage ethnique du PSG,
Il était sous format Excel et il utilisait des critères ethniques. C'est insupportable, on est complètement d'accord. C'est immoral, on est complètement d'accord. Après, est-ce que ça met en cause, est-ce que ça met en place ou révèle une pratique raciste du club? C'est là où il y a un pas qui a été franchi peut-être un peu rapidement. Ce fichage ethnique, il montre surtout une méconnaissance et une incapacité à conscientiser un phénomène qui est la diversité dans le sport et être capable de l'aborder autrement. Parce que ça révèle aussi d'autres choses. C'est que derrière ces critères-là, il y avait la volonté de prendre en compte certains autres sujets. Et ça, c'est pareil. C'est très compliqué pour les clubs de sport aujourd'hui de conscientiser ça parce que le niveau de professionnalisation, il faut être honnête, n'est pas suffisant dans la majeure partie des clubs. C'est-à-dire que le fichage ethnique, il est fait avec des gens qui regardent juste les terrains. Moi, j'en ai discuté avec justement des recruteurs qui travaillent sur des petites catégories. Et les gars vous disent, c'est simple, on est sur un terrain, on est 5-6, et vous voyez les petits joueurs. Ils n'ont pas le nom dans le dos, vous ne voyez pas forcément l'éducateur parce qu'il y a de la foule autour. Le gamin, vous voyez jouer 20 minutes, et vous cochez des annotations qui sont d'abord sur le physique. C'est complètement insupportable, on est complètement d'accord. Par contre, derrière, ça donne l'occasion d'avoir des dérives s'il n'y a pas un cadre. Au PSG, ça a été le cas. Mais c'est le cas dans la totalité des clubs en France. Pour aller dans le sens de Jean-Baptiste, le marché français est un marché d'exportation. En gros, on est très bon pour former des jeunes, ce qui fait qu'on a quand même des joueurs français qui sont des athlètes, qui s'adaptent à tous les championnats. Moi, je suis italien d'origine. Le football italien est un football tactique, technique et tactique. Il ne va pas forcément très bien s'adapter au football français, qui est un football assez... c'est physique, c'est intense, c'est un football particulier. Donc, en France, on forme des athlètes qui s'adaptent à tous les championnats. Et si vous regardez aujourd'hui, la France est le premier exportateur de joueurs en Europe. Voire même, je pense qu'un jour ou l'autre, il pourrait peut-être devenir celui au monde. Ouais. Voilà, avec le Brésil. Donc aujourd'hui, voilà, on a des athlètes qui s'adaptent à tous les championnats. Au championnat espagnol, petit gabarit, c'est pour ça que je parlais du joueur tout à l'heure. Vous avez le football anglais qui est plus sur l'intensité, sur l'impact physique également, le football italien, le football allemand. Vous avez même des joueurs aujourd'hui qui vont en Bulgarie, dans les pays de l'Est ou ailleurs, parce que le joueur français s'adapte à tous les championnats, parce qu'il a cette capacité à pouvoir être un caméléon. Et ça vient de la formation. Ce sont des athlètes qui ont voilà, de bonnes VMA, des joueurs plutôt athlétiques, techniques, intelligents, enfin il y a un peu de tout, quoi. C'est pour ça qu'on s'exporte très bien. Pour revenir un petit peu sur l'aspect économique du football, c'est vrai que les droits TV, les droits télé, on en entend beaucoup parler, par exemple avec RMC Sport, SFR, toutes ces chaînes-là. Comment expliquer que ça augmente autant? Comment expliquer... Il y a un exemple simple. Qui a regardé un match de Ligue des Champions sur les 3 dernières années? Levez la main. Ok. Qui regarde le journal de France 2 tous les soirs? Voilà. Pourquoi je oppose les deux? C'est que s'il y a quelque chose qui est beaucoup plus susceptible de rassembler, c'est le football aujourd'hui. C'est regarder le top 10 des audiences en France. Sur les dernières années, vous avez au moins 8 des 10 plus grandes audiences nationales qui sont liées au foot. C'est un produit qui est attractif, c'est le seul qui puisse encore rassembler les familles. Qui a regardé par exemple avec ses parents, ou éventuellement avec le reste de sa famille, des matchs de l'équipe de France pendant la dernière Coupe du Monde? Pareil, levez la main. Voilà. Sachant que dedans, vous avez donc forcément la fameuse ménagère qui a maintenant 63 ou 65 ans, que vous avez derrière le petit dernier, vous touchez tous les segments de marché. Forcément, pour des annonceurs, c'est intéressant. Et derrière, les médias s'y retrouvent. Depuis une dizaine d'années, on a aussi un développement des médias thématiques. Pour bien connaître le groupe RMC, Altice, etc., pour y être pas mal allé, pour avoir pas mal d'anciens étudiants qui y bossent maintenant, aujourd'hui, vous avez besoin de nourrir votre antenne avec des produits. C'est pour ça que le droit de tous les sports, enfin d'une bonne majorité des grands sports pratiqués, augmente. Et le principal produit, c'est le foot. C'est une tendance naturelle. Là, on est en train de travailler sur un livre avec Bastien Dru. Après avoir travaillé sur le mercato, on va travailler justement sur ça. Et on est en train de voir tout ce que ça va avoir comme implication. La grande question, c'est est-ce que c'est durable? C'est-à-dire, est-ce que l'augmentation va se poursuivre? On commence à avoir un tassement en Angleterre. On va voir si ça se produit après. Il y a encore une marge de progression.
Maintenant, il faut voir, par exemple, là, qui est abonné RMC pour regarder, par exemple, les matchs du PSG ou de Monaco. Voilà. Bah, ce problème-là, on ne l'avait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la premiumisation du sport, d'abord dans les enceintes, mais aussi la privatisation, c'est-à-dire que vous devez avoir des abonnements, elle complique l'accès. Est-ce que demain, vous aurez encore envie d'aller voir un match du PSG, si vous ne les voyez plus? C'est une vraie question. Et toutes ces questions-là, elles supposent d'y réfléchir. La question des droits, elle va être beaucoup plus complexe. On va revenir un petit peu sur l'aspect sportif. Les joueurs, c'est vrai que c'était un peu une question quand on a préparé cette conférence, c'est un peu la question qui est revenue. Est-ce que les joueurs ont leur mot à dire sur un transfert? C'est vrai que des fois, on peut penser que, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, les agents placent les joueurs. Est-ce qu'à un moment, le joueur peut dire non? Ou est-ce qu'il peut dire j'ai envie d'aller à cet endroit? Bien évidemment, parce que c'est le joueur qui est au centre du projet. Après, il y a des entités les clubs, qui ont des intérêts économiques dans tout cela et des intérêts sportifs. Mais le joueur, en tout cas, moi je parle par rapport à ce que moi je fais en tout cas. L'avis du joueur est essentiel, parce que sinon le projet sportif il n'est pas viable. Après, vous dire qu'il n'y a pas de dérive, je pense que Jean-Baptiste, je te sens venir sur le sujet, mais je pense que tu peux avoir des anecdotes. Mais tout dépend encore une fois. Tout à l'heure, quand je reviens sur la question des meilleurs agents, est-ce qu'être le meilleur agent, c'est avoir 150 joueurs et au final ne pas les connaître, ou est-ce que c'est plutôt avoir une relation particulière avec son joueur et la famille pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions? Voilà, c'est un peu revenir sur ça, mais normalement le joueur est le centre du projet. En tout cas pour moi, c'est ce que je souhaite faire. D'autres, j'imagine que parfois c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, mais ouais. Il y avait une question aussi sur les cabinets d'avocats qui étaient de plus en plus présents dans le milieu du football professionnel. Quel est votre avis? Est-ce que les joueurs, vous sentez une tendance? Est-ce que les joueurs vont un peu plus vers ces cabinets? De toute manière, nous on travaille en étroite collaboration avec des avocats parce que je ne suis pas avocat, donc quoi qu'il arrive, mes contrats sont lus et relus par un expert. Mais je pense que justement, on est en symbiose tous les deux, dans le sens où l'agent est sur le terrain et l'agent fait le travail commercial, fait le travail de suivi. L'avocat est davantage sur la partie juridique. Donc, pour moi, on n'est pas en concurrence, les avocats et les agents. Vous avez des avocats qui font très bien leur boulot, comme vous avez des agents qui le font très bien, et l'inverse. C'est un travail voilà, qui peut se faire en symbiose, parce que l'un a besoin de l'autre. Je suis intimement convaincu que les avocats ont besoin des agents, tout comme les agents peuvent avoir besoin des avocats, en fait. Il y a une différence, mais tu me diras si je me trompe, c'est que l'avocat, lui, ne perçoit pas une rémunération constante, à la fois sur le transfert et sur... Voilà. Et derrière, c'est complètement différent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie complémentarité. Et on a beaucoup mis en avant la surprésence des avocats à cause du cas Kylian Mbappé. Avant, personne n'en parlait, ou quasiment personne. Il me semblait avoir lu qu'il y avait eu une cinquantaine d'intervenants, dont beaucoup d'avocats pour les gros transferts, pour les gros Le dossier, financiers. en l'occurrence, je ne le connais absolument pas, donc je ne vais pas pouvoir m'aventurer là-dessus. C'était pour Neymar, moi, que j'avais vu ça, qu'il y avait une cinquantaine d'avocats. Encore une fois, pour rejoindre ce que disait Jean-Baptiste, vraiment, on est en symbiose avec les avocats dans le sens où eux, ils n'ont pas le droit de démarcher. Et nous, c'est notre... moi, j'appelle des clubs tous les jours. Donc au final, il n'y a pas vraiment de concurrence. Après, oui, un peu mis en avant parce que bon, le papa gère les intérêts de son fils, mais ce n'est pas toujours le cas. Et malgré tout, je reste intimement convaincu que ça peut être utile de travailler avec une personne extérieure à la famille, dans le sens où on n'est pas toujours objectif sur un dossier qui concerne son enfant. Bon, là, en l'occurrence, c'est un cas qui montre que ça s'est très bien passé et que c'est excellent. Et il y a d'autres cas où c'est un peu plus compliqué, où justement, c'est votre enfant, donc vous avez un peu plus de mal à être objectif. Voilà. C'est vrai que ça, on n'a pas abordé ce sujet-là des contrats. C'est vrai que je pense aussi que c'est très compliqué d'en parler, mais qui crée les contrats? Est-ce que c'est vous qui créez les contrats pour vos joueurs? Est-ce que c'est les clubs qui vous proposent des contrats et vous signez? Comment ça se passe? Alors, comme je l'ai expliqué juste avant, on travaille... moi, j'ai un avocat qui fait ma partie juridique, même si j'ai fait 8 ans de droit et j'ai fait en management du sport également. J'ai abordé tous les sujets de droit et je pense être
quasiment un expert dans ce domaine. Mais malgré tout, je reste à ma place et je ne suis pas avocat. Donc, tout ce qui est droit des contrats, tout est fait par mon avocat. Les clubs, je leur transmets mes contrats et ensuite on trouve un terrain d'entente sur les clauses ou autres. Il faut rappeler aussi que beaucoup dans des contrats, c'est vrai qu'on entend souvent aux périodes du mercato, prêts, des ventes, des clauses. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus nous éclaircir sur ces mots qui... Donc, un joueur va signer pour 2, 3 ans, 1 an dans un club. Vous avez la possibilité de le prêter si par exemple il en manque de temps de jeu ou si c'est un jeune, vous voulez qui se développe et qui joue plus régulièrement. Vous avez donc un prêt qui est effectué, donc d'un club A à un club B. Mais c'est un prêt. Le joueur appartient toujours au club A. Donc le joueur va au club B et il reviendra au club A. D'accord ? Et ensuite, vous avez des clauses qui peuvent être, négociées lors du transfert. Et ça peut être tout et rien. Je pense que vous avez entendu pas mal de choses là-dessus. Je pense que Jean-Baptiste, tu dois avoir quelques anecdotes également. Mais quasiment tout peut être vu. Hein. Mais comme vous, lorsque vous voulez, je sais pas moi, acheter quelque chose, vous avez la possibilité de négocier quelque chose avec le vendeur. Bah, c'est à peu près la même chose dans le football, quoi. Moi, c'était plutôt par rapport aux clauses sous seing privé. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous redonner le cadre, justement, des contrats ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas... il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, des clauses sous seing privé, comme si on changeait et on contournait finalement le droit en vigueur par ces clauses-là, en tout cas le droit des contrats dans le cadre de la FFF. Il faut rester vraiment dans la légalité et tout ce qui est écrit sur les contrats. Donc quoi qu'il arrive, il y en a un qui est envoyé aux joueurs, un au club et un à la Fédé. Et l'agent en a un également. Tout est écrit, il n'y a pas de... En l'occurrence, aujourd'hui, dans tous les contrats que je traite, toutes les affaires que je traite, tous les dossiers que je traite, même s'il y a des choses qui se disent parfois en off, et ensuite on essaye de voir si ça passe, tout est écrit clairement pour les clubs. Il n'y a pas de surprise, quoi. Il y a eu des surprises dans le Football League. Alors ça, après, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous dis, entre l'égalité, il y a certaines choses qui sont faites comme dans tous les domaines. Et vous avez pu le voir sur Football League, c'est pas mal. Il y a quelques dérives. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et faire les choses du mieux possible. Peut-être un petit mot sur... du coup, on a abordé le Football League. Les Football League, pour resituer, c'est 80 millions de documents qui viennent de sources différentes, qui ont été proposés par un certain jeune, avec lequel on peut échanger, un consortium de journalistes qui traite justement des sujets de sport. Il y a une première version, les Football League 1, qui revenait sur les contrats de Messi et de Ronaldo et leur situation, notamment d'exil fiscal. Et puis il y a les Football League 2. Ça, c'est ce dont vous entendez parler depuis 3 semaines. En France, c'est Mediapart qui s'en occupe. Moi, j'ai rencontré le journaliste de Mediapart à l'occasion d'une interview. Ces Football League, ça sont intéressantes parce que elles lèvent le voile et elles donnent vraiment accès à certaines pièces.